Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le mouvement islamique est arrivé au pouvoir mais a été récemment écarté de la scène politique mondiale et locale. Pour discuter de ce sujet, nous recevons le cheikh Abdallah Nimar Darwish, fondateur et chef spirituel du mouvement islamique en Israël. Bonsoir. Bonsoir. Vers où se dirige l'islam politique et est-ce une définition correcte? Je ne suis pas d'accord avec ceux qui définissent l'islam comme un islam politique et qui définissent l'islam de la région comme un islam strictement politique. Non. L'islam, c'est l'islam. Il est en partie politique et en partie social, économique et bien sûr avant tout religieux. Donc je rejette la définition selon laquelle l'islam est strictement politique. Est-ce un complot dirigé contre nous ? C'est aux chercheurs de répondre. Mais je n'accepte pas l'opinion selon laquelle l'islam est uniquement politique. Pensez-vous que le débat actuel sur les aspirations politiques du religieux, dans le sens où il s'immisce dans les affaires politiques, tandis que dans le monde islamique, la politique n'est pas un ensemble en soi? Pour autant que je sache, la politique dans l'islam n'est qu'une facette de l'islam. Si vous voulez savoir pourquoi les musulmans cherchent à accéder au pouvoir, il suffit d'observer comment la corruption se répand, l'oppression s'intensifie, les meurtres, les crimes, les viols et les agressions sexuelles se propagent. C'est pourquoi nous pensons que ceux qui croient qu'il n'y a pas d'autre Dieu, qui prient Dieu nuit et jour, qui croient en lui, sont capables de devenir dirigeants et de régner dans la justice et pour le bien du peuple. Mais comme on sait, ce sont les musulmans qui menaient la barque, l'État égyptien. Mais peu après, de nombreuses forces se sont alliées contre eux, dont l'armée, les forces de sécurité et la police égyptienne, et les ont jetés par-dessus bord. Ce qui m'amène à la question suivante. Comment considérer les événements qui ont lieu en Tunisie et en Égypte et plus récemment en Irak que le IIL est en train de mettre à sac? Je pense que ce qui s'est passé en Tunisie a engendré un des phénomènes de la révolution arabe, qui est la révolution sage et consciente. Et peu importe si Ghannouchi représente la majorité ou la minorité, l'armée et la police tunisienne ont acquis un certain degré de maturité et de compréhension, et elles ne s'ingèrent pas dans les affaires politiques. Ailleurs, comme au Yémen, la situation est parfois stable, mais parfois il y a des conflits et des opérations militaires. En Égypte, l'activité politique s'est poursuivie même après la révolution de 2011. Il y a eu une élection présidentielle et un référendum constitutionnel, et les Égyptiens ont dit oui aux islamistes, qu'ils soient musulmans ou salafistes. Les frères musulmans l'ont remporté à une écrasante majorité. Et malgré cela, on a pu voir que l'armée et la police les ont renversés, prétendant que c'était la volonté du peuple. On a compris par la suite que ce n'était pas ce que voulait le peuple. Ils ont été mis en prison. Mais avec l'aide de Dieu, ils finiront par sortir de prison et par retrouver leur place en Égypte. Comment peut-on expliquer les assassinats et le terrorisme en Syrie et en Irak? Je sais que le IL est souvent associé au terrorisme, mais vous devez vous demander et demander au monde entier qu'est-ce qui les a amenés à se comporter ainsi et à perpétrer ce genre d'action. Qu'est-ce qui a poussé la révolution syrienne à combattre Bachar el-Assad?
Leur révolution n'est-elle pas pacifique et sans armes avant qu'Assad n'envoie des avions bombarder leurs maisons? Malheureusement, l'EIL a combattu leur côté. Mais demandez au monde s'il soutient les rebelles et les plus modérés d'entre eux. Ou bien, est-il du côté de Bachar el-Assad? On ne sait toujours pas qui le monde soutient. Donc il ne faut pas s'empresser de faire porter toute la responsabilité sur l'EIL. Mais vous ne pensez pas que le comportement de l'EIL, les assassinats et les déplacements de population... Il faut mettre l'EIL de côté. Il ne représente ni l'islam, ni le nationalisme arabe. Certains disent que le Hamas était mêlé au combat au sein de l'Égypte et qu'il y a un lien entre le mouvement islamique en Israël et le Hamas. Y a-t-il un lien entre les deux mouvements? Premièrement, il n'a pas été prouvé que le Hamas ait été impliqué dans les violences en Égypte. Deuxièmement, il n'a pas non plus été prouvé que les frères musulmans aient été impliqués dans les violences. La branche égyptienne des frères musulmans est réputée pour être la plus modérée au monde. Certains disent qu'il y a un lien entre le mouvement islamique en Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Il n'y a absolument aucun lien structurel entre nous et le Hamas ou n'importe quel autre mouvement islamique. Et nous n'accepterons pas d'entretenir de telles relations. Notre politique est totalement différente de celle du Hamas et des autres mouvements islamiques du monde. Nous croyons que notre rôle est de rester ici et de garder nos terres, d'agir pour le bien de notre peuple et du public arabe et islamique, parfois dans notre islam et sans violer les lois du pays. Certains disent que les Arabes israéliens vivent entre deux mondes et que les deux sont extrêmement difficiles. Ils doivent protéger d'un côté leur citoyenneté et d'un autre côté leur identité nationale. Peut-on appliquer cette équation ici, dans ce pays? Oui, et son applicabilité a été prouvée. J'ai répondu, dites-moi, accepteriez-vous que je m'enrôle dans l'armée palestinienne? Il m'a répondu, non, en aucun cas. Je lui ai demandé pourquoi, et il m'a dit, parce que c'est l'ennemi. Je lui ai répondu, pour vous c'est l'ennemi, pour moi ce sont mes frères. Ma nationalité est palestinienne, ma citoyenneté est israélienne. Si vous voulez que je paye ma citoyenneté en faisant l'armée, alors pourquoi ne pourrais-je pas payer aussi ma nationalité en faisant l'armée? Donc, si vous ne voulez pas que je fasse l'armée là-bas, exemptez-moi du service ici. Et il a gardé le silence. Cheikh Abdullah Darwish, merci beaucoup.